m'appelle Faustine Durier, je suis la fondatrice de CoCoworker. Et avant de vous parler un peu de ma vie et de Kif, parce qu'on va parler de Kif, eh bien on va aussi parler de web, parce que nous sommes au... Voilà, on va la refaire. Bonjour à tous, je m'appelle Faustine Durier, je suis la fondatrice de CoCoworker. Et avant de vous parler un peu de ma vie et de Kif, parce que nous allons effectivement parler de Kif après, on va parler un peu du web, parce que nous sommes au... Voilà, je sais que c'est la fin du festival, donc on va commencer avec quelque chose d'un peu dynamique. Il n'y a pas de piège où que ce soit, vous inquiétez pas. Avant de débuter, du coup, j'avais 2 questions pour vous. La première, c'est quelle valeur vous inspire le web ? Alors, il faut se lâcher, hein, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est plus qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'un... non, on ne lève pas la main, on y va. Hein. Partage, super. Liberté, simplicité. D'autres choses, transparence par exemple. Pardon ? Immobilité ? Mobilité, oui, j'allais dire. Ça, c'est pour la deuxième question. Ok, super. Alors du coup, ma deuxième question, je vous ai donné un peu une réponse, c'est pas cool. Quelle valeur vous inspire du coup la grande entreprise, ou l'entreprise en général ? Lourdeur, inertie, mobilité. Voilà, mobilisme plutôt. Bon, en gros, vous avez un peu compris l'idée. Le décalage potentiel entre vos réponses à ma première question et ma deuxième réponse vous donne une idée de ce que je souhaiterais vous présenter aujourd'hui comme sujet. En fait, je suis convaincue que les valeurs du web sont les fondamentaux, les fondements, en tout cas, du management 2.0, et que c'est vraiment en les intégrant dans les organisations qu'on va réussir à créer ces fameuses entreprises qui sont épanouissantes, performantes et innovantes. C'est-à-dire qu'au même titre que nous avons grandi dans une ère post-industrielle, on est au seuil d'une ère post-managériale. Et qu'en fait, le management 2.0 va ressembler au web 2.0. En gros, c'est la fin du management. Non, bon, en fait, tout ça, c'est plutôt, ce titre-là, il fait référence à un livre, qui est le livre de Gary Hamel, qui est un gourou du management que j'aime beaucoup, et je me suis clairement beaucoup inspirée de lui pour faire cette présentation. Il ne faut pas lire La fin des managers, hein, on n'est pas là pour une extermination. C'est plus de vous dire que finalement, les rites de management qui ont été imaginés il y a des lustres sont peut-être pas actuels aujourd'hui. Et c'est intéressant de se dire sur quoi ils se basent. Finalement, ils valorisent avant tout des principes de discipline, de prévisibilité, de contrôle et de cohérence. Ce qui ne sont pas spécialement des principes on va dire imbattables pour une société qui valorise avant tout l'innovation, l'adaptabilité. Donc on a un petit décalage là-dessus. Alors est-ce qu'on ne devrait pas justement donc réinventer, repenser un peu tous ces rites managériaux pour développer cette pensée audacieuse et aller vers de l'action plus radicale ? Pour ça, j'avais envie de revenir un peu à l'évolution du web dans les années 90. Finalement, le web 1.0, c'était quoi ? C'était une énorme collection gigantesque de pages web statiques. Au XXIe siècle, le web 2.0 a commencé à apporter une architecture participative. C'est intéressant, qui a donné naissance du coup au wiki, aux réseaux sociaux. Et c'est intéressant de se dire que jusque-là, nous, on avait toujours imaginé les structures sociales traditionnelles de façon un peu... on les avait représentées avec un arbre, avec un noyau, une roue, où finalement toutes les connexions étaient très verticales et elles convergeaient vers un noyau central. Il y a une sorte d'anatomie du web qui a permis, qui représente, on le sait tous, un réseau où potentiellement tout le monde est connecté avec tout le monde. Mais derrière ça, on a aussi d'autres valeurs intéressantes, c'est-à-dire qu'on va apporter une nouvelle façon de contrôler et de coordonner les choses, ce qui est proche du management, et qui va se faire non plus de façon verticale, mais de façon horizontale. Alors, avant ça, je vais revenir à la slide d'avant. Il y a un autre point qui est assez révélateur, c'est que le web n'a pas de hiérarchie et qu'il n'est toujours pas géré par une hiérarchie. Et c'est justement le point d'Éric Raymond, qui est un hacker américain, qui a démocratisé en fait le terme de open source. Et lorsqu'il doit caractériser vraiment cette communauté de logiciels libres, il va proposer le terme d'anarchie créative qui ne s'arrête jamais d'évoluer
et qui propose finalement des influenceurs avec des followers, tous connectés par un réseau d'évaluation entre pairs, qui va justement contrôler tout ce qui sort, toutes les expérimentations qui sortent. Ça a donné naissance à des logiciels qu'on connaît tous, qui sont extrêmement développés. Et ce qui est intéressant avec cette définition, c'est qu'elle ne correspond absolument pas à la définition d'une entreprise en interne aujourd'hui. Finalement, un manager qui constate et qui réalise que ce qui a été fabriqué par les hommes et qui est un produit extrêmement complexe, qui n'a jamais cessé d'évoluer, donc qui est absolument incroyable, a été créé autour d'un chaos total, qu'il n'y a pas eu besoin de bureaucratie et qu'il n'y a pas eu besoin de hiérarchie. Donc ça, vous allez pouvoir leur redire mardi prochain. Au fait, il n'y a pas besoin de bureaucratie et forcément de hiérarchie pour faire des choses exceptionnelles. C'est également le point de David Weinberger, je ne sais même pas si je le dis bien, mais bon, en fait, il est surtout connu parce qu'il a écrit le manifeste Cluetrain, et il étudie l'impact d'Internet sur les relations humaines. Ce qu'il est en train de nous raconter, c'est la même chose, c'est que finalement, là, on a créé quelque chose d'absolument exceptionnel, fabriqué par les hommes, et que tout ça, ça s'est fait sans besoin d'avoir une pyramide, une hiérarchie. En fait, le web, c'est un affront total à tout ce qui a prédominé aujourd'hui en termes d'organisation dans les entreprises. On est en train de dire que c'est possible de faire sans. Et quand on pense finalement au web, on peut se dire que c'est un média qui cultive des organisations sociales totalement inédites. On va penser à Facebook, à YouTube, à Mythic, à MySpace. Finalement, même des messageries instantanées, des podcasts, ça nous paraît totalement normal, mais des communautés virtuelles, enfin des mondes virtuels, tout ça, ça a transformé notre façon dont on trouve l'amour, dont on interagit avec nos amis, dont on partage des idées, dont on crée des communautés, dont on apprend. Et toutes ces expérimentations-là, elles se font en dehors de notre travail, du bureau. C'est quand même un peu fou de se dire que toute cette innovation, elle passe à travers l'entreprise. C'est exactement le point de Gary Hamel avec cette phrase-là que j'adore, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se poser des questions quand on a l'organisation externe qui est décorrélée de l'organisation interne. Enfin, à un moment, c'était super cool d'aller au travail avec tous les outils qu'on avait. On pouvait être très fier et se sentir extrêmement innovant de travailler chez IBM parce qu'il y avait un ordinateur, alors quand on rentrait chez nous, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est même obligé de faire du shadow IT aujourd'hui, c'est-à-dire de se cacher, d'utiliser nos outils perso pour avoir accès à un peu d'innovation dans l'entreprise. C'est totalement dingue. On se dit que l'entreprise aujourd'hui, elle va jamais, par exemple, elle n'utiliserait jamais un système téléphonique des années 40 et elle ne se priverait jamais d'une technologie qui lui permettrait d'être plus efficace et efficiente. Le problème, c'est que dans l'entreprise, on a considéré Internet uniquement comme un outil de productivité, ou bien un outil de service très intéressant qui nous permettait d'avoir accès à des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On n'a pas du tout pris en compte le potentiel managérial qu'il y a derrière le web. Et pourtant, je ne voulais pas uniquement vous parler d'architecture, en fait. Ce n'est pas juste, regardez, il y a un réseau, il y a une pyramide, ça ne va pas. Ce n'est pas ça du tout. Le web, derrière, il possède également des valeurs sociales qui sont clés, et on les a évoquées juste avant. Et c'est ce qui fait que c'est aussi novateur, global et adaptable. Finalement, quand on pense à ces valeurs et quand on pense au web, tout le monde a une voix. Les compétences prévalent finalement sur le CV. Quand on pense au web, on se dit que les communautés, elles se créent d'elles-mêmes, que l'autorité, elle n'est pas fondée sur la position dans l'entreprise, mais elle est vraiment fondée sur la valeur ajoutée. On peut se dire que sur Internet, toutes les idées se prévalent, qu'on a... vous avez plein d'autres idées, mais vous avez certainement plein d'autres choses en tête, mais tout ça est très libre, très ouvert, très connecté, et surtout à égalité. Et nous,
on est tous convaincus que c'est une opportunité formidable pour justement challenger un peu notre culture managériale qui existe et favoriser finalement la pensée audacieuse, la créativité, la prise d'initiative qu'on voit très facilement émerger sur Internet, et qu'on va pouvoir justement rendre les gens un peu plus épanouis, apporter plus de sens, mais aussi être plus performants dans l'entreprise. Certaines organisations l'ont déjà bien compris. Je vais vous donner quelques exemples ici. C'est intéressant de vous revoir quand les valeurs que je vous avais données juste avant et de les mettre en lumière avec ces entreprises-là. Alan et Buffer, par exemple, sont connus pour leur principe de transparence absolue. Alors, il y en a beaucoup, des entreprises qui vont vous dire chez nous, c'est la transparence, etc. Mais alors, les salaires, hors de question, on ne va pas partager, on ne va pas vous dire qui gagne quoi et comment on fait pour l'avoir. Alors que chez Alan, par exemple, il y a eu un post sur Medium que vous connaissez peut-être, donc du microblogging, où il raconte, voilà, chez nous, quand on arrive, on est stagiaire, on a le droit à autant. Et quand ensuite on a autant d'années d'expérience, on aura cette grille de salaire-là. Et d'ailleurs, nous, en tant que fondateurs, on est à 75K. Et d'ailleurs, les VP, donc les personnes qui sont un plus seniors, elles vont gagner autant. Et comment on fait pour avoir de l'equity? Comment on fait pour avoir des parts de l'entreprise? Il faut avoir été les premiers à dessus. Tout est entièrement transparent, ça évite plein de soucis en interne. Oui et non, mais au moins, il n'y a pas de malentendu, on va dire, sur des choses et on ne peut pas jouer avec l'information. Buffer, on peut même simuler directement son salaire en ligne, voir ce que ça coûterait. Buffer est aussi connu parce qu'ils savent travailler partout dans le monde. C'est une communauté en remote, donc ils travaillent, ils n'ont pas un lieu fixe finalement, tout est en télétravail. Mais il me semble qu'il y a eu déjà une conférence, donc vous êtes tout à fait au fait du travail en remote, j'imagine. Morningstar, c'est une entreprise américaine qu'on cite beaucoup finalement quand on parle d'entreprises assez innovantes, ou en tout cas qui proposent des innovations managériales. Ils font de la fabrication de tomates, quelque chose comme ça. Voilà. La particularité de Morningstar, c'est que tous les employés ont un peu créé leur fiche de poste et ont indiqué leurs objectifs. Ça s'appelle des lettres d'engagement et c'est eux-mêmes qui ont fait signer en disant moi j'ai estimé que, parce que j'ai accès à toutes les informations de l'entreprise, j'ai estimé que la mission la plus importante au vu de mes compétences et de ce qui m'anime, ça allait être ça et je vais la signer et tout le monde a accès à cette mission-là, à cet engagement. On a Gore-Tex ensuite, qui est une entreprise qui se focalise avant tout sur une matière première et qui peut d'ailleurs s'exprimer plein de manières différentes. Donc ça peut être aussi bien utilisé comme une corde de guitare que une brosse à dents. Ils ne se limitent pas non plus dans leur production. C'est ça qui est génial. La plupart de ces entreprises-là, d'ailleurs, elles sont très claires sur leur raison d'être. C'est une mission. On vient rejoindre une entreprise pour accomplir une mission. C'est pas juste je travaille dans la banque pour faire plus d'argent, c'est je vais changer le monde grâce à tel outil. Et d'ailleurs, vous êtes libre d'interpréter cette mission comme vous le souhaitez. Gore-Tex fait venir ces nouveaux arrivants sans les avoir recrutés sur une fiche de poste. C'est pas il y avait un trou là, viens parce que tu as fait exactement la même chose dans une autre entreprise. C'est tu as un potentiel, les valeurs sont alignées, donc c'est du recrutement par les valeurs. Tu vas te balader dans l'entreprise et tu vas nous dire quelle est l'équipe que tu souhaites rejoindre, quelle est la mission qui t'anime le plus. Et cette équipe-là va dire oui ou non si elle pense que tu pourrais rejoindre en tout cas cette team. Zapost aussi, qui est très connu comme entreprise libérée, qui fait de l'holacratie aussi, donc des communautés, donc c'est pas une hiérarchie, on va dire pyramidale, mais plutôt des communautés de centres d'intérêt qui interagissent entre elles. Et puis Officience, qui est une entreprise qui fait du offshore, donc Duc est là, voilà. C'est le fondateur, qui fait des prestations informatiques et qui a la particularité d'être aussi basée au Vietnam, mais surtout la particularité d'être une entreprise complètement libérée et qui a un engagement très fort d'ailleurs pour, on va dire, remettre en avant le Vietnam et puis permettre à chaque salarié d'ailleurs définir son salaire, ce qui n'est pas tous les jours évident, mais chez Officience, les collaborateurs se disent moi j'estime que je voudrais m'augmenter. Mais comme l'entreprise est totalement ouverte et transparente et que c'est vraiment lié par des influenceurs, si vous voulez, une personne quand elle dit ça, il faut qu'elle soit appuyée et qu'elle explique pourquoi elle mérite d'être augmentée. Et donc si elle vient juste d'arriver et qu'elle n'a pas un réseau d'influenceurs qui vont soutenir sa proposition, elle risque
pas d'être augmenté. Il faut l'expliquer. Il faut dire que bah oui, je mérite d'être augmenté parce que j'ai apporté autant de chiffre d'affaires. Parce qu'on pourrait dire tout le monde s'augmente, mais comme on a aussi accès, on va dire, au chiffre d'affaires, ça pourrait être un risque pour l'entreprise entière. Donc il y a cette notion de responsabilisation qui est très forte, de transparence, de collaboration, qui est totalement incarnée chez Officience également. Donc je suis désolée si je l'ai mal raconté, mais en tout cas ça mérite de creuser davantage. Et c'est intéressant d'avoir des dirigeants qui peuvent témoigner de vraies innovations qu'ils ont entreprises. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je l'ai testé, on va dire, ces principes du web à un sujet qui m'a particulièrement touchée, qui était le sujet de la reconnaissance au travail, que j'ai expérimenté chez AXA. Donc là, j'arrive à mon histoire et on va bientôt arriver au kiff. Si vous voulez, moi, j'étais consultante chez AXA, consultante en conduite du changement. Donc mon métier, en gros, ça a consisté à mobiliser des personnes pour aller vers le changement, pour avoir envie d'adopter un nouvel outil, de nouvelles façons de travailler ensemble, etc. Donc ça reposait pas mal sur notre énergie. Notre capacité à mobiliser, mais surtout, je me rendais compte à titre personnel et professionnel que la reconnaissance au travail, ça revenait toujours sur le tapis. Ça provoquait une perte de sens quand on se rendait compte qu'une personne qu'on admirait ou qui incarnait vraiment, pour le coup, les valeurs de l'entreprise, n'était pas valorisée parce qu'elle ne jouait pas le jeu de la visibilité, par exemple. On se disait que ça pouvait même être très démotivant d'avoir de la reconnaissance qui était basée sur l'ancienneté. Alors moi, j'avais eu un échange avec une manager qui me disait « Tu verras, Faustine, dans 3 ans, tu seras manager. » Je disais « Mais mon Dieu, mais c'est horrible, je vais attendre, il va se passer un truc. » Bon, c'était pas du tout, je trouvais, motivant. Le constat que j'ai fait, c'est que finalement, les systèmes de reconnaissance dans l'entreprise, ça concerne tout le monde, du coup, en général, dans les organisations, ne sont pas adaptés au nouveau monde du travail. En tout cas, ils n'arrivent pas à vraiment mobiliser et engager durablement les salariés pour 3 raisons principales. La première, c'est que quand on parle reconnaissance dans l'entreprise, ça se passe 1 à 2 fois par an. Je sais qu'il y a des étudiants ici, donc je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là. Vous allez voir. En gros, quand on parle reconnaissance, c'est dans le cadre des entretiens annuels, donc c'est assez légal. C'est pas très corrélé de notre rythme opérationnel, de se dire tiens, c'était super ce que tu as fait, on va plutôt faire des points. Voilà, 2 fois par an, c'est pas top. Ensuite, l'autre sujet qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la reconnaissance, elle se fait uniquement de façon verticale. Ça veut dire qu'elle reste à la main du management et des RH qui ne peuvent pas tout voir et tout savoir. Et effectivement, ça entraîne un effet pervers d'une reconnaissance qui est facilement basée sur la visibilité qu'on va se donner auprès des décideurs. Et ça n'encourage pas du tout la collaboration. Donc moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait sur le côté cohérence entre ce qu'on nous racontait, ce qu'on affichait, ce qu'on promouvait et ce qui était réel et concret dans l'entreprise. Le 3e point, c'est qu'elle se focalise avant tout sur les résultats individuels et c'est aussi ce qu'on s'était dit juste avant. On va avoir de plus en plus besoin de personnes qui sont dans la communication, dans la collaboration, qui sont adaptables, innovants. Et finalement, on se focalise encore que sur les résultats individuels, combien tu as fait, alors que ça ne dépend jamais que d'une personne. Donc il y avait quelque chose une sorte d'injonction paradoxale de oui, il faut travailler en transversal, il faut être bienveillant, etc. Mais on ne reconnaissait pas ça. En plus, il y avait un vrai sujet avec la culture d'entreprise. Parce que quand on reconnaît quelqu'un officiellement dans l'entreprise, on donne le message à toutes les autres de il faut se comporter comme elle pour évoluer chez nous. Donc on va avoir plein d'effets pervers corrélés à tout ça. Donc c'est pour ça que moi j'avais lancé donc à la base ce qu'on a vu juste avant iTagYou. Donc c'était la version originale, on va dire que j'ai lancée lors d'un hackathon. Donc moi je m'étais dit clairement, je sens bien que si je propose l'idée, ouais ça va être génial, on va proposer à tous les salariés de se prononcer sur la reconnaissance, comme ça on complète la reconnaissance du management, ça n'allait pas du tout passer, en tout cas si je le proposais à mon manager. Donc j'avais profité d'un hackathon, une compétition d'innovation pour proposer ce concept-là. Les managers n'étaient pas hyper open, mais ce qui s'est passé, c'est que tous les collaborateurs ont trouvé l'idée géniale et on a pu vraiment la mener à bien et gagner la compétition. C'est ce qui nous a permis ensuite de le tester chez AXA Bank sous le nom de iTagYou. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie après l'AXA pour vraiment réfléchir à ce concept-là, essayer de comprendre comment c'était fait aux États-Unis, comment on pouvait améliorer le concept. Et c'est de cette manière que on a imaginé une plateforme qui s'appelle CoCoWorker. Et l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment de permettre à toutes les personnes d'une même entreprise de pouvoir valoriser et reconnaître tous les jours, notamment chaque mois, les comportements positifs, l'engagement et les compétences transversales, ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'est ce que je vous disais aussi, cette capacité à travailler ensemble, à être ouvert,
à partager l'information, à être adaptable, à être créatif, avoir un sens critique, et qu'on allait pouvoir du coup permettre à tous ces salariés-là de reconnaître ses collègues quand ils incarnaient tout ça. Et on le fait avec ce qu'on a appelé des kiffs. Alors les kiffs, c'est quoi? Les kiffs, ce sont des signes de reconnaissance positifs et qualifiés. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du like, hein, on peut penser ça, mais c'est pas du tout tiens, tu m'as offert un café, je t'envoie un kiff. Non. C'est plutôt tiens, j'ai trouvé que tu as été particulièrement bon à ce moment-là, j'ai pu compter sur toi à ce niveau, sur ce projet-là, donc je souhaite te valoriser et te reconnaître sur cet engagement dont tu as fait preuve. Donc c'est vraiment ces signes de reconnaissance, quand on les reçoit, ce qui est génial, c'est qu'on va aussi prendre conscience des points forts qu'on possède, sur des compétences qui ne s'auto-déclarent pas spécialement, parce que c'est rare d'arriver en se disant salut, moi je suis hyper bonne en leadership, on a besoin des autres pour prendre conscience de ça. Et c'est vraiment une façon, si vous voulez, d'être un peu plus alerte et de comprendre, d'identifier nos talents grâce aux autres. Et l'idée derrière, c'est aussi de créer des modèles de réussite dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi on est reconnu et comment on fait pour l'être. Parce que tout est entièrement transparent. Donc on a repris exactement ces valeurs dont je vous parlais juste avant, où finalement on va savoir sur notre plateforme, qui est une application, qui a envoyé un kiff à qui pour saluer quelle qualité. Et ça permet de se dire comment on fait pour être reconnu dans l'entreprise, quels comportements sont vraiment valorisés. C'est assez ludique, on parle un peu de gamification, parce que chaque collaborateur dispose de seulement 3 kiffs par mois. Et ils ne sont pas cumulables. Donc, si vous ne les envoyez pas, ils disparaissent à la fin du mois. L'idée, c'est aussi de développer l'attention à l'autre, parce qu'on oublie, finalement, on est aussi souvent derrière nos ordinateurs et on ne prête pas assez attention aux autres. Donc là, on sait qu'on a chaque mois ces 3 kiffs à attribuer à n'importe qui. Ça peut être aussi notre boss, notre stagiaire, qui vous voulez, parce qu'on a estimé qu'il méritait d'être valorisé. C'est formateur parce que le côté c'est pas juste du like et je comprends ce qui a été reconnu et pourquoi, et c'est uniquement positif, hein. On n'est pas sur le côté Black Mirror où je vais dire t'es pas cool, parce que c'est la question qui vient immédiatement généralement. C'est un outil de notation qu'allons faire. Alors non, pas du tout, nous c'est vraiment un truc feel good où on voit plein de personnes qui s'envoient des feedbacks positifs, ce qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir, hein. Donc c'est pas non plus des enjeux comme Black Mirror qui vous empêchent de prendre le métro ou autre. Et c'est globalement engageant parce qu'en fait, on parle d'une innovation managériale où on partage le pouvoir de reconnaissance à tout le monde dans l'entreprise et on responsabilise vraiment les salariés sur ce qui est finalement un levier clé de bien-être et de performance. On sait que 76% des salariés aujourd'hui considèrent que la reconnaissance, c'est un facteur clé. Ça, c'était vraiment sur les kiffs. Alors, juste pour terminer, ce qui est intéressant dans cette innovation, c'est qu'on apporte aussi plus d'équité à un process qui, par nature, est subjectif, d'autant plus quand il est biaisé, quand il repose que sur quelques personnes, parce qu'on multiplie vraiment les sources de reconnaissance. Donc, on va pouvoir valoriser des gens qu'on n'aurait pas vus, et l'idée, c'est de mettre en lumière pas toujours les mêmes personnes. Et comme c'est tous les mois de nouvelles personnes qui sont valorisées, on n'a jamais les mêmes têtes qui apparaissent et qui sont visibles. On a également mis une fonctionnalité de cartographie, donc on va revenir à ce niveau de réseau. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il y a des interactions donc en temps réel et que l'entreprise, elle n'est absolument pas pyramidale, mais c'est une véritable communauté où on visualise des fois des personnes qui sont un peu sur les côtés. Et l'objectif, c'est d'être vigilant à ça, de faire en sorte qu'elles se reconnectent et de créer plus de collaboration et plus de connexion vraiment dans l'entreprise. On a intégré une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les badges. Je vous en parle parce que c'est vraiment très intéressant, les open badges. C'est un protocole ouvert, donc ce n'est pas nous qui l'avons inventé, qui permet de faire reconnaître des apprentissages informels, des engagements, des appétences, grâce à des emblèmes numériques qui ont la particularité d'être portables. C'est-à-dire que quand vous débloquez des badges, vous pouvez aussi les mettre en avant sur les réseaux sociaux et vous allez pouvoir les valoriser tout au long de votre vie dans un portfolio qui vous appartiendra. C'est de la micro-référence, donc on n'est pas sur... c'est pas une certification, on ne parle pas de MOOC ou quoi que ce soit, mais pour vous donner un exemple très concret, on pourrait imaginer un badge innovation dans une entreprise qui demande à un collaborateur d'apporter des preuves, puisque ça doit être à votre initiative. Vous avez envie de débloquer ce badge-là pour montrer que vous êtes quelqu'un intéressé par l'innovation. Et donc, vous allez apporter, par exemple, une preuve que vous êtes allé au Web Today.
Ça montre que vous êtes curieux, ça montre que vous avez envie d'apprendre. Rien qu'une photo, ce serait une preuve, ou un badge, ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit dématérialisé quand même pour que ce soit mis dans la plateforme, mais toute preuve est recevable, elle sera en tout cas étudiée par vos collègues. Vous allez comprendre pourquoi. La deuxième type de preuve qu'on pourrait imaginer, parce que c'est entièrement ouvert, hein, c'est par exemple d'aller déjeuner avec une collègue de l'innovation. Ça peut être aussi de lire un livre sur l'innovation. Ça peut être de participer à un hackathon. Donc, on mélange finalement les différentes formes de formation. Et ça peut être aussi, bien sûr, un MOOC que l'entreprise essaye de vous faire terminer depuis 1 an. Voilà. Donc tout ça, on peut le mettre dans un badge. Et au moment de le débloquer, ce que nous, on va faire sur la plateforme, c'est qu'on va interroger toutes les personnes qui ont reçu des KIF, donc qui ont été reconnues pour leur talent d'innovation, qui vont valider ou pas ces preuves. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir imaginer plein de badges. Alors, l'entreprise qui est connue pour utiliser ces badges-là, c'est IBM. J'avais échangé avec une personne à Vivatech pour savoir est-ce que c'est vrai, vous utilisez vraiment les badges, comment ça se passe. Et effectivement, apparemment, leur RH leur demande de débloquer 5 badges tous les mois. Et c'est vrai que ça fait vraiment du sens, ça fait sens quand on parle à chaque fois d'apprentissage tout au long de la vie. Oui, mais bon, concrètement, si on ne le reconnaît pas, c'est compliqué. Comment on peut vraiment, en tout cas, incentiver, dynamiser cet apprentissage tout au long de la vie? Les badges, c'est une façon très simple et ouverte de le faire. Et alors, la personne, en l'occurrence, me disait, moi, j'ai débloqué dans les 5 badges, j'en ai créé un sur la communauté LGBT que j'ai créée dans mon entreprise. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que ce n'est pas uniquement sur des choses qui sont directement liées à l'entreprise, c'est vraiment tout ce qui vous plaît, ce qui vous engage au quotidien qui va pouvoir être reconnu. Bon, ça c'est plus pour vous montrer un peu où on est, puisqu'on existe et effectivement on a quand même des entreprises quand même qui l'utilisent et il faut dire que c'est une vraie innovation managériale, donc de le lancer chez Safran où on n'a que des ingénieurs, c'est pas rien par exemple. On est vraiment on se rend compte qu'on adresse un vrai problème de fond, donc tout ce qui est autour de la reconnaissance, c'est que ces entreprises-là, elles commencent à prendre le pouls en tout cas et comprendre que c'est important de sensibiliser, d'inciter les salariés à développer leurs compétences transversales. Sur les bénéfices, on a interrogé de nos utilisateurs parce que à chaque fois on peut me dire oui mais moi pourquoi est-ce que je ferais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter, on leur a demandé et ce qu'ils nous ont apporté comme constat c'est qu'effectivement ça leur avait apporté plus de reconnaissance au quotidien. On n'était pas arrivé non plus sans rien, hein. Avant de se lancer, on a fait des études pour essayer de bien comprendre les leviers de la reconnaissance au travail. Et c'est vrai qu'on a tendance à toujours penser que reconnaissance est égal à rémunération, alors qu'en réalité, on a 4 autres leviers dans la reconnaissance, qui ne portent pas uniquement sur les objectifs individuels. On peut se sentir bien parce qu'on est reconnu, ça s'appelle la reconnaissance existentielle, comme un être dans l'entreprise, parce qu'on a été reconnu pour son investissement. Donc, vous voyez, on peut toucher finalement plein d'autres types de reconnaissance et aider les salariés à se sentir mieux. Ensuite, on a le côté collaboration, c'est-à-dire que ça m'a poussé, ça m'a donné envie de travailler avec d'autres personnes parce que pour une fois, j'avais intérêt à le faire. Et ensuite, ça m'a permis de comprendre, d'être sensibilisée aux compétences transversales et ça m'a donné envie de les développer. Donc voilà un peu juste pour que vous puissiez voir quel est l'impact en tout cas de cette déclinaison. C'est un exemple. Il y a bien entendu plein d'autres domaines dans l'entreprise qui méritent d'être inspirés par les valeurs du web. Moi, ce qui m'a en tout cas toujours animée, c'était le sujet de la reconnaissance au travail. Mais je pense que vous avez été assez bien inspirés sur d'autres illustrations lors de ce festival. Je voudrais vous demander un dernier service avant de partir. Donc, on a encore pas mal de temps pour faire des questions-réponses, mais je vous ai apporté des KIF. En version papier, parce que ça fait un peu, oui, nous sommes Figital. En fait, on a, au moment de lancement, donc chez nos clients, à chaque fois, on donne des cartes KIF, parce que c'est important de le faire aussi de façon physique, de dire, voilà, tiens, je te reconnais pour ça, et on n'a pas l'habitude de le faire, donc voilà, j'en ai rapporté quelques-unes, et ça me ferait plaisir, en tout cas, de savoir que vous allez pouvoir envoyer des KIF à vos collègues. Bon, l'utilisez pas pour draguer ce soir, juste, s'il vous plaît, c'est pas du tout l'objet, mais voilà, donc n'hésitez pas à partir avec ces cartes-là, et en tout cas, merci pour votre écoute, et n'hésitez pas si vous avez des questions.